Propos donc que le président Mitterrand répète dans l'entretien accordé à Franz-Olivier Gisbert et qui sera publié donc demain matin. Par ailleurs, le Bureau national du Parti socialiste s'efforce de rétablir la sérénité dans ses rangs en réaffirmant, je cite Jean Glavany, son porte-parole, l'estime et l'admiration de tous les socialistes pour François Mitterrand. Pierre Moscovici, bonsoir, vous êtes l'un de ces socialistes, vous avez été le premier à exprimer publiquement votre émotion, à dire que vous ne compreniez pas. Ce soir, vous êtes apaisé? Toujours interrogatif. Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas, comme Edgar Morin, un témoin de cette période. Je suis un homme de 37 ans qui est venu au socialisme pendant que François Mitterrand était président de la République, qui a toujours voté pour François Mitterrand. Et je respecte le parcours de François Mitterrand. C'est vrai, j'ai estime et admiration pour l'homme Mitterrand qui a refait la gauche. Je respecte ce parcours de pétainisme à la résistance, d'une certaine façon, de la droite à la gauche. C'est mieux que l'inverse. Mais là où je suis effectivement troublé, et je le demeure, c'est à propos de cette liaison, je ne sais pas si c'est de l'amitié, de l'estime, avec René Bousquet. Qu'on conserve estime, admiration, respect pour par-delà les clivages politiques, ça se conçoit, mais par-delà le bien et le mal, ça ne se conçoit pas. Et pour moi, René Bousquet, artisan de la déportation des Juifs, c'est le mal absolu. Edgar Morin, vous êtes philosophe. Pour vous, les facilités d'une mémoire recréée, simplifiée, d'une histoire connue après les faits, pour vous, c'est bien ce que vous récusez en quelque sorte dans cette polémique et donc indirectement dans les propos de Pierre Moscovici. Écoutez, non, ce que je crois, c'est que bon, il y a un problème très vaste, à plusieurs facettes, très difficile à aborder comme ça dans un débat. Mais je crois que ce que vous me dites est un des points de départ. Ce sont deux générations, c'est pas seulement une question d'âge. C'est ce qui a été vécu. Moscovici dit très justement, lui, il a vécu le mitterrandisme, l'union de la gauche, etc. Moi, j'ai vécu la résistance et j'ai vécu le désastre français. Alors, bon, tout d'abord, il y a un point sur lequel je pense que nous sommes d'accord, ce que vous avez dit, mais je crois qu'il faut le préciser. Juin 40, c'est la plus grande catastrophe historique qu'ait connue la France. C'est un pays entier qui s'effondre, la plus forte armée du monde qui se décompose en quelques semaines. Et puis c'est l'invasion allemande, autrement dit, au départ, les parlementaires votent Pétain, etc. C'est un pays... Pas tous. Oui. Et par exemple, sûr, si je parle des socialistes, oui, pas tous. Vous avez tout à fait raison. Tous les socialistes n'ont pas été comme Paul Faure, le secrétaire général de la SFIO. Tout à fait raison. Il y a eu Léon Blum. Non, mais enfin, la majorité du Front populaire, je le sais très bien, écoutez, je le sais très bien, et je sais très bien qu'il y a eu l'appel du 18 juin, et c'est bien qu'il y a eu des résistants. Mais je veux dire, c'est un pays démantibulé, il y a les maurassiens, il y a des socialistes, il y a des pacifistes intégraux. Enfin, c'est un pays affolé, et surtout, je veux dire que dans les mois qui suivent, l'Allemagne étend sa domination sur l'Europe, c'est-à-dire on ne voit pas l'espoir. Il faut être De Gaulle pour dire, oui, la France a perdu une bataille, mais des forces énormes ne sont pas entrées dans la bataille. Ils pensaient évidemment à l'URSS, ils pensaient à l'Amérique. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que en 41 arrive le premier espoir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'entre dans la résistance, moi, c'est-à-dire la résistance de Moscou. Mais l'année tournante, c'est 42. 42 pourquoi ? Parce que c'est Stalingrad, parce que l'Amérique entre dans la guerre, parce qu'il y aura le débarquement en Afrique du Nord. Et l'espoir qui vient fait qu'il y a une hémorragie de Vichy, effectivement. D'ailleurs, même les grands généraux comme Juin, comme Delattre, etc., c'est l'armée de Vichy. Bon, et c'est ça qui est bien dans le livre de Péan. On voit très bien comment il y a une sorte de continuité du vichisme au girodisme et du girodisme au gaullisme. Et les choses, disons, se transforment. Alors, pour dire quoi? Pour dire que un regard rétrospectif qui fait que si déjà, dès 40, tout le monde aurait dû savoir ce qui aurait eu lieu en 44, que par exemple, le statut des Juifs fait par Vichy dans la tradition du nationalisme de droite français, c'est-à-dire qui n'a pas été du tout demandé par les Allemands. Mais cette chose-là, effectivement, n'est pas une chose qui préfigure la solution finale, puisque c'est Hitler décide la solution finale au début 42. Donc, si vous voulez, il ne faut pas écraser l'histoire dans une chose monolithique. Figurez-vous qu'en ces 4 ans, des événements formidables se sont passés, des esprits ont passé d'un camp à l'autre, etc. Et je crois que c'est ça dont rend compte en partie le livre de Péan. Alors sur ce plan-là, je pense qu'on n'est pas en contradiction. Non, moi j'ai trouvé le livre très intéressant aussi, avec une toute petite nuance, car un tout petit danger, me semble-t-il, pour l'histoire.
Ce livre, au fond, explique effectivement comment beaucoup de Français ont été bifides, un peu Janus, et même ont évolué. Et de ce point de vue-là, il est beaucoup mieux que les gens évoluent dans le bon sens qu'en dans le mauvais. De ce point de vue-là, ce livre rend une forme d'hommage à François Mitterrand et à d'autres qui ont fait ce parcours-là. Mais le danger réside dans une forme de relecture, une autre forme d'écrasement de l'histoire. Les travaux récents sur Vichy ont montré, ce sont des historiens américains qui les ont conduits comme Robert Paxton, qu'il y avait une responsabilité propre de Vichy, qu'il y avait des initiatives qui avaient été prises par Vichy. Vous avez cité le statut des Juifs, mais d'une certaine manière, la rafle du Veldiv, dans laquelle René Bousquet était directement impliqué. Demandé par les Allemands. Demandé par les Allemands. Demandé par les Allemands. Mais les Français ont rajouté, les femmes, les enfants, des choses qui n'ont pas été demandées à un moment donné. Tout ceci, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je ne dis pas d'ailleurs que le livre le fait, mais je crois que le danger d'un tel livre, c'est de dire, au fond, relisons un petit peu l'histoire de Vichy différemment. Les Français, c'était compliqué, et à partir de ce moment-là, chacun de nous était un peu partagé. Moi, ce que je dis, c'est que tout ceci est vrai, mais qu'en même temps, il y a eu des gens qui, dès 40, ont fait des choix. Bien sûr, en tant que socialiste, et totalement en dehors de ce contexte de notre génération, il est vrai que je me reconnais plus dans Daniel Mayer, dans Léon Blum, dans des républicains comme Jean Zay, comme Mandel, comme Mendes France, que dans la SFIO qui s'est fourvoyée au départ. Une question à l'un et à l'autre. Par rapport à Edgar Morin, vous dites en quelque sorte qu'il ne faut pas maintenant diaboliser Vichy et que c'est trop facile. J'ai pas employé ce mot, je dis que c'est une chose évolutive. Vous savez, au début, une partie de Vichy est allée dans la résistance, une autre partie était dans la milice et l'hypercollaboration. C'est une chose qui a évolué dans l'histoire. C'est ça que je veux dire. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui, dans ce pays, le nôtre, où on a mis tellement de temps, au contraire d'autres pays, à affronter cette mémoire-là, à faire une certaine lumière? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire aujourd'hui, oh là là, méfions-nous des simplifications trop faciles? Ben, vous savez, parce que pendant longtemps, on a vécu dans le mythe que la France était résistante dans son ensemble et qu'il n'y avait qu'une poignée de collaborateurs ou de traîtres. Et puis après, alors on a eu le mythe contraire, on a dit qu'ils étaient tous vichistes et dans le fond, les résistants n'étaient qu'une poignée. Et moi, je dis que finalement, ni l'une ni l'autre version ne sont justes. Mais je suis d'accord avec Moscovici. Moi, j'ai toujours rendu hommage aux héros de la première heure, puisque moi, je ne suis pas un résistant de 40. Moi, je suis un résistant de 41 seulement, vous comprenez. Donc, je me rends compte de ceux qui ont eu le courage de sans espoir de faire des choses. Mais ceci dit, nous avons accepté dans la résistance des gens qui venaient. Et puis, c'est ça la question. Mais la question délicate qu'a posée, je pense, Moscovici, quand il a parlé de Bousquet, puisque finalement, ça tourne autour de ça, disons. Mais alors, bon, il y a deux choses que je ressens, mais vous savez, je n'ai pas fait enquête sur la question. Premièrement, ce n'est pas le pourvoyeur. Les Allemands demandent, je crois, 17 000 juifs. Et là-dessus, Laval donne instruction à Bousquet d'organiser la chose, et il semble que Bousquet dit « je vais livrer les juifs étrangers et pas les juifs français ». Bon, autrement dit, dans une énorme machine qui part de Hitler et qui fait partie de la solution finale, arrivent les Allemands, Laval, un haut fonctionnaire français chargé de ces questions, Bousquet, et la machine administrative, et les policiers qui vont faire les rafles, dont certains vont devenir résistants après en août 1944. Bon. Faire de Bousquet le symbole de tout ceci, à mon avis, c'est nettement exagéré. Moi, je ne dis pas, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui serrerait la main, etc. Bon, mais ça, c'est un problème. Le deuxième problème, Mitterrand est quelqu'un... Et moi, je ne parle pas du tout ni en avocat de Mitterrand. Je l'ai connu. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il est fidèle en amitié. Jusqu'à présent, je connaissais la fidélité pour les amitiés de son clan, parce que c'est un parrain aussi, Mitterrand. Bon. Mais ce que j'ai appris dans ce livre, c'est la fidélité pour des anciens amis à une époque où il n'avait aucun intérêt à pouvoir garder des relations avec ce Martin, n'est-ce pas, et tous ces gens-là, etc. Donc, si vous voulez, on peut condamner ces relations avec ces ex-vichistes dont certains ont été épurés, etc., mais sous un autre angle personnel. Moi, je dis, quelqu'un qui reste fidèle à des amis qui, finalement, ne sont plus rien et sont rejetés par la société, c'est un trait de caractère que moi, je reconnais, parce que moi, en amitié, je suis transpolitique, si vous voulez. Enfin, c'est pas moi qui étais ami de Martin, de Barbousset, etc. Mais je veux dire que c'est un angle de vue qui fait partie du mien. Mais vous n'êtes pas non plus président de la République, et le président est aussi le gardien de la mémoire nationale. Président, je ne sais pas ce que j'aurais fait, bien entendu. Sur Bousquet, tout de même.
vous avez d'une certaine façon, vous êtes entré dans la discussion sur le point de savoir quel était son degré de responsabilité. Moi, j'ai un regret. René Bousquet a été assassiné l'an dernier. J'aurais préféré que la République, l'exécutif, prenne la responsabilité franche, directe, de décider ou de faire décider par la justice qu'il allait être jugé. Mon regret, c'est qu'il n'ait pas été jugé pour ses crimes contre l'humanité. Il n'a pas été rejugé. Et je crois qu'il faudra le faire. Il faudra le faire pour Papon. Et je crois que c'est là, il y a un besoin d'explication. Moi, je ne condamne pas François Mitterrand. Bien au contraire. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il a été un républicain incontestable. Il le dit dans le Figaro demain. Il n'a jamais été antisémite. Qu'il s'explique aussi sur ses relations avec René Bousquet. Qu'il dise, qu'il prenne quelques distances. Moi, j'attends ça. C'est plutôt ça ma position. Et je ne veux pas dire qu'il y a là un mal absolu, mais je crois qu'il y a une exigence de vérité et un besoin de conclure. Pierre Moscovici et Edgar Morin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle donc cet entretien que le Figaro publie demain matin, un premier volet, donc avec ses précisions, encore une fois, sur la polémique provoquée par le livre de Pierre Perran, mais aussi dans cette interview beaucoup d'autres choses, la politique, un jugement pour la première fois assez pointu sur l'action d'Édouard Balladur, les présidentielles bien sûr, et un deuxième volet de cet entretien après-demain matin, cette fois sur la politique étrangère. Il s'agit bien du retour présidentiel dans le débat public.